Le Canadien de Montréal continue à avoir des péripéties au niveau des blessures dernièrement. On avait réussi à éviter le phénomène pour une grande partie de ce début de saison. On sait que Patrick Laine était déjà blessé. Caden Goulet, qui était déjà blessé depuis un bout de temps, on a annoncé qu'il allait se faire opérer, donc rater encore plus d'activité. Et voilà maintenant que d'autres tuiles tombent sur la tête du Canadien avec la blessure de Kirby Dack qui jouait, à mon avis personnel, probablement le meilleur hockey de sa carrière avec le Canadien dans ce début d'année-là et était une soupape de sécurité depuis la blessure de Alex Newhook. On le sait, fracture du pied pour Newhook. Et là, avec l'absence de Dak et Newhook, ben là, on enlève beaucoup de profondeur à cette attaque-là. On a appelé Jared Davidson et Joshua Roy. Moi, Joshua Roy, j'ai rien contre le gars. C'est un bon gars, c'est un bon joueur aussi en termes de talent. Malheureusement, je ne crois pas que c'est un joueur de la Ligue nationale. Me fait penser un peu à un gars comme Charles Ludon, qu'on a déjà eu à Montréal, qui était super bon dans la Ligue américaine, un bon gars aussi, mais ça marchait pas dans la Ligue nationale, n'arrivait pas à produire. Moi, Roy, je trouve qu'il apporte malheureusement absolument rien au Canadien quand il est dans l'alignement. On l'a vu d'ailleurs à Columbus, le match de lundi soir, qu'on s'est incliné d'ailleurs en tour de barrage. Je veux dire, Joshua Roy n'a pas apporté grand-chose. Et Brendan Gallagher, c'est sûr qu'il a ralenti. Josh Anderson est pas constant, donne pas tout le temps assez. C'est dur dans cette équipe-là d'avoir des certitudes présentement. La seule certitude qu'on sait, c'est que Suzuki va toujours être là. Caulfield va marquer des buts. Mais au-delà de ça, pas beaucoup de choses qu'on sait en attaque. Le Zachary Bolduc n'a pas encore nécessairement trouvé sa chaise dans cette équipe-là. Là, on va l'essayer avec Caulfield et Suzuki pour essayer d'aller trouver une étincelle. Slavkovski, lui, va jouer avec Demidov et Kapanen. J'aime bien les deux combinaisons de trio. Je pense que ça peut amener un peu de diversité. Clairement que Slav devra élever, lui, son niveau de jeu. Et une méchante chance en défensive qu'on a gardé Mike Matheson et qu'on est allé chercher Noah Dobson. Parce qu'avec la blessure de Goulet, on le voit, il y aurait un trou béant. Et les gardiens devront peut-être être capables de voler des matchs. Oui, les gardiens ne jouent pas mal nécessairement. Est-ce que c'est de leur faute si on parle des matchs? Non. Mais ils font pas de miracle. Ils font pas d'arrêt clé dans un match. Et ça, au-delà de voler tous les matchs comme Price le faisait dans le temps, ce qui est, on demande pas ça aux gardiens du Canadien, mais on leur demande de quand même faire la différence. Je vois pas nécessairement une différence. Dovesh, ça fait un peu plus depuis le début de l'année que Sam, mais ça reste clairement que depuis une ou deux semaines, même Jakub Dovesh a quelques difficultés à faire des arrêts clés dans des moments important pour fermer la porte, ben ça devrait être le cas si le Canadien veut sortir de la vapeur. On accueille les Caps d'Alex Ovechkin jeudi au Centre Bell et les Maple Leafs de Toronto qui vont pas très bien samedi également. Austin Matthews ne devrait pas d'ailleurs être présent, on verra, mais aux dernières nouvelles, ne sera pas présent. Donc le Canadien qui a encore une bonne chance de s'en sortir, mais on ne profite pas du tout présentement de la séquence de 8 matchs en 10 au Centre Bell, ce qui peut faire peur pour la fin novembre et le mois de décembre, qui, on le sait, on a le voyage du temps des fêtes traditionnel à l'étranger. Donc j'ai bien hâte de voir ce que le Canadien nous réserve dans les prochaines semaines. Une crise a éclaté au Parti libéral hier complètement avec la suspension de Marois Risky en tant que chef parlementaire à l'Assemblée nationale du Parti libéral. Sans aller trop dans les détails de l'histoire, parce qu'on ne sait pas tout, il y aurait eu des histoires de corruption et compagnie. Ce qu'on sait, c'est que Marois Risky aurait renvoyé elle qui s'occupe de ses communiqués. Et on sait qu'elle était une amie proche de Pablo Rodriguez, qui est le chef du Parti libéral présentement, et sans même le consulter, ce qui n'aurait pas passé. Euh, ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait une division dans le parti. Pablo Rodriguez qui affirme que tous ses députés seraient derrière lui, mais si les informations qu'on a, c'est que c'est pas le cas du tout. Et c'est pas une bonne nouvelle quand tu n'es même pas rendu à l'Assemblée nationale et qu'il y a déjà des rumeurs de corruption ou d'affaires bizarres en interne. C'est vraiment pas bon signe à un an des élections pour le Parti libéral. Et ça profite encore une fois au Parti québécois qui, eux, tout semble clair, le plan est clair, les gens s'entendent. Tout est positif pour eux, tout va en leur faveur avec la CAQ qui est en déclin total.
Et là, la crise qui éclate au Parti libéral, et on sait un Québec solidaire qui est très faible présentement. Donc, le Parti québécois peut s'en réjouir secrètement. Pour le Parti libéral, c'est quelque chose qui devrait être géré rapidement. Il y a même une commission d'enquête qui devrait être ouverte pour faire la lumière sur cet événement-là. Mais clairement, quand on a des élections, ce n'est pas bon signe pour le Parti libéral du Québec. On devrait avoir les documents officiels dans l'affaire Jeffrey Epstein aux États-Unis. On sait que Donald Trump s'opposait à la publication de tous les documents. Cependant, après beaucoup de pression du Parti démocrate et des Américains en général qui veulent avoir la vérité sur toute cette histoire-là, est-ce que Trump était vraiment impliqué avec cet homme-là? On devrait avoir des réponses maintenant que le Sénat a accepté de publier tous les documents. Ça devrait sortir dans la journée d'aujourd'hui ou demain. Moi, j'ai bien hâte de voir parce qu'on sait qu'il y avait un lien entre les deux hommes. Rappelez-vous, Jeffrey Epstein, c'est lui qui avait eu des rapports illégaux avec des filles et était dans des affaires louches. Il n'était pas un homme nécessairement fréquentable. Il est d'ailleurs mort en prison. Et on sait que Donald Trump avait un lien avec ce milliardaire-là. Et bon, là, qu'est-ce que les documents vont révéler? J'ai bien hâte de voir parce que clairement que ça peut nuire à l'image du président américain, une image d'ailleurs qui est déjà en train de décliner. Et d'ailleurs, hier, M. Trump qui a reçu le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et ça aussi, ça fait controverse parce qu'on sait qu'il y a des histoires de meurtres en Arabie Saoudite, des histoires de droits humains bizarres, même si ça s'est un peu amélioré. Mais l'argent fait foi de tout chez les Américains présentement. Donald Trump qui en profite pour faire miroiter des ententes astronomiques. L'Arabie Saoudite qui a promis 1000 milliards, vous avez bien entendu, 1000 milliards d'investissements aux États-Unis. C'est bizarre parce que selon ce qu'on sait, l'Arabie Saoudite n'a même pas 1000 milliards. Donc, comment ils vont faire pour produire ces sommes d'argent-là? J'ai pas la réponse pour vous, mais est-ce que dans les 5-6 prochaines années, il pourra avoir des ententes commerciales majeures? La réponse est oui. L'argent est le nerf de la guerre présentement dans toutes les ententes commerciales avec Donald Trump. T'as bien beau être un pays, je dirais pas ennemi, mais je dirais historiquement non commercialisé entre les deux. Si tu promets de l'argent à Donald Trump, les chances que vous ayez une entente ensemble sont assez bonnes présentement. Alors, moi, ce que je pense réellement, c'est que oui, même si Donald Trump fait controverse avec les tarifs et tout ça, il va continuer à avoir des ententes. Est-ce qu'une entente avec nous, le Canada, est imminente? Pas du tout, selon moi, parce qu'on n'est pas un pays qui a des milliards et des milliards à offrir. On est endetté. On est dans une situation financière instable au niveau de nos finances. Et deuxièmement, Donald Trump nous voit comme un rival commercial vu qu'on est à côté de lui. Donc, tout ce qui est commercial. Et là, hier, je vous ai parlé de streaming, ça n'a aucun rapport avec ça. Je parle bien d'entente commerciale automobile, le bois d'œuvre, des trucs comme ça que les Américains veulent s'approprier à eux-mêmes. Je ne vois pas comme pourquoi ils vont aider le Canada à faire ça. Et Donald Trump est clair depuis le début, n'a jamais dérogé de ça. Alors je vois pas pourquoi ça changerait d'ici demain matin. Le budget de M. Carney a finalement été accepté par les partis de l'opposition. Pourquoi? Parce que certains députés conservateurs et du NPD se sont abstenus de voter pour éviter des élections pendant le temps des fêtes. Même elle qui gère le Parti vert a accepté d'appuyer le projet de loi. Le seul parti qui a voté à l'unanimité contre est le Bloc québécois. D'ailleurs, le Bloc québécois, je vois ça comme un avantage pour eux. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas nécessairement d'accord avec eux sur tout, ça reste qu'ils sont là pour protéger nos intérêts à nous, les Québécois. Et qu'ils sont toujours restés clairs à leurs valeurs depuis le début, que non, on n'allait pas appuyer ce projet-là. Eh bien, ils ont tenu parole. Aucun, mais aucun député ne l'a appuyé. C'est le seul parti qui a tenu vraiment une même ligne de pensée avec leur chef. Et du côté du Parti conservateur, oui, on dit, bon, le budget est incohérent. La réalité, c'est que le Parti conservateur n'a pas la meilleure image au Canada présentement. Monsieur Poilievre n'a clairement pas l'étoffe, à mon avis, de devenir un premier ministre au pays. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec Mark Carney, ça c'est un autre dossier, mais Monsieur Poilievre n'aurait vraiment pas fait mieux que Carney jusqu'à maintenant, aurait même fait probablement pire, aurait restreint des programmes, aurait coupé des programmes sociaux essentiels parce que pour lui, il aurait
sauver un peu la dette, mais croyez-moi que couper des programmes sociaux n'est pas une bonne idée dans un pays où on a déjà de la misère avec certains systèmes de santé, éducation à développer. C'est pas le temps de couper, c'est le temps d'investir. Et en même temps, il faut couper sur d'autres choses. À mon avis, ce qu'il faut couper, c'est les projets de grande envergure, les projets hypothétiques là, de vision 2040. Là. C'est ça qu'il faut couper. Mais il faut certainement pas couper les services essentiels pour les Canadiens. Donc, le budget de Marc Carney est un. C'est contradictoire ce que je veux dire, mais le budget de M. Carney est un budget conservateur. C'est-à-dire avec des projections pas nécessairement encourageantes, des progressions stables et fluides. Donc, est-ce que je trouve le budget beau et alléchant? Pas du tout. Il est même un peu alarmant sur certains dossiers. Par contre, je ne considère pas qu'aucun autre parti d'opposition aurait fait mieux, pas dans le contexte actuel dans lequel on est, surtout pas avec les tarifs américains qui nous tombent dessus non plus. Alors, moi, je suis content que le budget est passé, pas parce que je suis un fan nécessairement du Parti libéral du Canada, vraiment pas, parce que, premièrement, les élections dans le temps des fêtes n'auraient pas été appropriées dans le contexte de cette année. Et deuxièmement, parce que dans la situation actuelle où on est, dans le monde, on a besoin quand même d'une certaine stabilité au niveau de la politique. 2 élections en moins d'un an, pas très stable et pas très bon pour les relations justement internationales qu'on essaie de construire avec d'autres pays du monde. Alors je crois que oui, garder M. Carney au pouvoir, pour l'instant en tout cas, c'est la bonne solution.